péter. Envole-toi, bébé! Salut tout le monde, c'est Déborah. Dans la vie, j'aime bien les bastons qui tâchent, les punchlines ringardes et les dinosaures. Et je cracherai clairement pas sur les trois en même temps. Donc, sur le papier, j'étais la candidate toute trouvée à écran large pour apprécier un minimum le dernier Expendables 4, même si je suis pas la seule de la rédac à avoir des vices chelous du style aimer John Wick 4. Mais non, hein, j'ai beau adorer parler de Stallone, apprécier Jason Statham et fermer les yeux sur beaucoup de choses en échange d'un high kick bien placé, pour moi, Expendables 4 est le plus gros flop de l'année, de la franchise et même de la filmographie de Stallone. Stallone qui a pourtant fait Arrête où ma mère va tirer, Over the Top, L'embrouillé dans le sac ou Rambo Last Blood. Mais avant de parler du triste sort de Stallone alias Barney Ross qu'on abordera à la fin de cette vidéo dans une partie avec spoiler, il faut qu'on parle de celui qui devait prendre sa relève, Jason Statham alias Lee Christmas, l'expert en armes blanches de la bande. En même temps, depuis le début, c'est clairement lui l'héritier naturel de Barney, parce qu'il a participé à tous les films, et pas juste pour faire des guests comme Jet Li dans Expendables 3 ou Chuck Norris dans le 2, mais surtout parce que c'est le seul personnage secondaire à avoir plus de 2 traits de caractère et plus de 2 pages de dialogue dans chaque film. Donc si l'idée de faire d'Expendables une franchise était bien foireuse, celle de la confier à Jason Statham était moins déraisonnable en comparaison, du moins en théorie. Et Jason Statham, il assure toujours autant quand on lui demande de grogner avec son accent anglais, de lancer des couteaux dans les gens ou de mettre ses pieds sur le visage des figurants. Alors oui, Statham fait du Statham, il reste dans sa zone de confort et ne fait pas plus que ce qu'on attend de lui, mais dans ce film c'est vraiment pas le problème. Le vrai problème c'est tout le reste. Bon, globalement, ce 4e film souffre des mêmes défauts que les précédents, donc autant passer le plus rapidement possible là-dessus. Oui, c'est très mal écrit, les dialogues sont nuls, les vannes sont gênantes et Dolph Lundgren met toujours aussi mal à l'aise. La réalisation est chaotique, comme le montage qui sabote consciencieusement toutes les chorégraphies et les scènes d'action, sans parler de la narration alambiquée qui galère à introduire son méchant et à poser ses enjeux de toute façon foireux. Ça n'étonnera pas grand monde, c'est comme ça depuis le début, sauf que le premier film pouvait quand même compter sur son concept rétro et Stallone, le deuxième sur son second degré et sa générosité, et le troisième sur son casting qui restait quand même attirant. Mais là, il n'y a aucune branche à laquelle se raccrocher, rien pour faire d'Expendables 4 un autre petit plaisir coupable, et certainement pas l'action ou la démesure, alors que c'est quand même ce qu'on vient chercher en priorité dans ce genre de production. Le film est donc super radin en action, il n'y a pas d'idées cool ou amusantes, rien qui reste en tête. Et c'est dommage parce que c'est Scott Vaughn... Comment on prononce son nom? C'est pas John Woo, mais il a quand même été coordinateur de cascade, notamment sur Last Action Hero, le premier Spider-Man de Raimi ou encore Bad Boys 2, et c'est lui qui a récemment mis en scène Projet Extraction avec Jackie Chan et John Cena, qui était pas très finaux en termes d'écriture, mais qui avait quand même quelques séquences chouettes qui tenaient cette promesse de divertissement. Là, même si on revient à un classement R, Expendables 4 n'assure jamais le spectacle. C'est jamais fou, c'est jamais con et décomplexé, enfin si, mais pas de la bonne façon, c'est jamais impressionnant, c'est juste paresseux et mou. Encore plus avec la dose d'effets numériques et de fond vert qui donne l'impression de subir un Asylum, mais un Asylum à 100 millions de dollars de budget. Bon, après c'est pas comme si on en attendait encore beaucoup de Gunnar ou Toll, donc les deux Expendables qui sont là depuis le plus longtemps, mais le film a quand même ramené Iko Uwais et Tony Jaa, qui sont des artistes martiaux bien vénères qui avaient déjà joué ensemble dans Triple Threat et qui auraient pu faire des séquences de malades si on leur en avait donné l'occasion. Mais ça c'est comme quand ils ont ramené Iko Uwais dans Star Wars 7 ou Snake Eyes, ils ont utilisé genre 15% de leur capacité au maximum, et c'est comme si on prenait un super ordinateur pour genre faire du traitement de texte. C'est juste du gâchis. Au moins, avec 50 Cent et Megan Fox, on sait d'emblée qu'on peut pas s'attendre à grand chose niveau physicalité et technique martiale. Mais comme dirait Dewey dans Malcolm, je m'attendais à rien et je suis quand même déçue. En fait, Expendables 4 ne fait que radoter. Il répète ce que disaient déjà les 3 autres films, donc grosso modo la bonne vieille méthode à l'ancienne, y'a que ça de vrai, et les vieux de la vieille, on a encore sous le bras, méfiez-vous des vieux qui dorment. Tout ça. Mais là, le propos est plus aigri que gentiment naïf. Parce que dans Expendables 2, le but était de venger le petit nouveau qui était joué par Liam Hemsworth, et dans le 3, d'aller sauver la nouvelle génération, dans l'idée bien mielleuse que ces deux facettes de l'industrie peuvent coexister et s'entraider. Mais là, on est tombé dans quelque chose de plus belliqueux. On nous dit à demi-mot que la nouvelle génération, bon, encore une autre, pas celle du 3, ne respecte rien. Par exemple, Galan, c'est le fils de Galgo, le personnage d'Antonio Banderas dans Expendables 3, qui est lui aussi un immense fan de Barney et des Expendables, et qui du coup n'existe qu'à travers ça, et ses blagues sur les Golden Shower, mais c'est un autre problème.
Le reste, donc 50 Cent et Megan Fox, ils sont là que pour flatter les anciens membres et leur donner un semblant d'utilité et de grandeur en comparaison. Ce sont des coquilles vides qui récitent machinalement leurs textes et c'est même pas une volonté de caractérisation, c'est juste de la flemme. 50 Cent a hérité du rôle de Monsieur Gros-Bras de Terry Crews, sauf que lui, il soulève pas grand chose et il est pas du tout comique, enfin pas volontairement en tout cas. Il est certainement là parce qu'il a fait quelques actionneurs dans les années 2000 et qu'il a tourné avec Stallone dans Évasion 2 et 3 et aussi pour pouvoir caler un extrait de P.I.M.P. dans une scène. Mais le plus fâcheux, ça reste le traitement immonde des personnages féminins. Oui, Expandables n'a jamais été une saga très regardante sur l'écriture ou le traitement des personnages féminins. Qu'il s'agisse de Charisma Carpenter de la Demoiselle en détresse dans le 1, de Yunnan ou Ronda Rousey dans les deux suivants, les femmes sont les Expandables parmi les Expandables et donc les éléments les plus sacrifiables. Mais avec l'arrivée de non pas une, mais deux nouvelles Expandables d'un coup, la saga avait un peu l'air de vouloir rétablir la balance. Surtout que le choix de caster Megan Fox avait du sens et de la valeur, étant donné que, comme le casting original, c'est une laissée pour compte à Hollywood qui a été chosifiée, notamment par Michael Bay, puis écarté des écrans non sans être méprisé et moqué. Donc la voir revenir dans une grosse production, qui plus est dans le rôle de la nouvelle chef des Expandables, ça pouvait être une image forte et une continuité intéressante du concept de la franchise. Malheureusement, l'actrice n'est pas là pour une rédemption ou sa revanche sur l'industrie, mais pour continuer d'être hyper sexualisée et considérée comme un sex symbole avec triple dose de male gaze. Et quand je dis hyper sexualisée, c'est pas juste parce que de base elle est très sexy et qu'elle est très maquillée pour une mercenaire, ça on s'en fout, c'est pas un problème. Dès le départ, la première fois qu'on la voit, elle joue l'ex à moitié hystérique de Lee Christmas avant d'être dépeinte comme une opportuniste et une incapable, alors que c'est quand même censé être la nouvelle boss de l'équipe. La seule vraie scène de combat physique qu'elle a, c'est contre Jason Statham dans une énième érotisation de violence conjugale, où elle finit en body rouge à dentelle après avoir couché avec ce personnage masculin auquel elle restera scotchée tout au long du film. Le fait qu'elle remette en cause sa légitimité à prendre la relève de Barney, qu'elle culpabilise par rapport à Lee, ou qu'elle lutte pour se faire accepter et respecter du reste du groupe, tout ça, ça aurait pu être des pistes intéressantes, ou juste au moins quelque chose à exploiter pour lui donner un chouïa d'épaisseur, mais c'est pas son film, donc elle se contente de ses 15 répliques et de marcher au ralenti en plissant un peu les yeux. Et je pense que le fait de la réduire au rôle de sex symbole, ça m'énerverait pas autant si à un moment le film ne tenait pas un discours sur le manque de respect envers les femmes en tabassant un influenceur qui traite les femmes de et autres joyeuseries. J'aurais juste trouvé ça beauf comme tout le reste de la saga, mais pas aussi dégueulassement hypocrite. Ah et oui, c'est vrai, je vous parlais juste avant de deux nouvelles Expandables, mais ne cherchez pas la seconde sur l'affiche, il y a ni son nom ni son visage. Mais promis, elle existe, un peu, le temps d'une demi-scène vers la fin du climax. C'est Lash qui est joué par Levi Tran et qui, encore une fois, aurait pu être un chouette ajout, surtout côté bagarre, si on lui laissait enchaîner plus de 10 mots et si on la laissait apparaître plus de 5 minutes à l'écran. Surtout que les rares interactions qu'elle a avec le reste de l'équipe, notamment Toll, c'est pour en faire des blagues de cul gênantes. J'en ai un qui est bien plus gros. Envie de canner, tout simplement. Et on va pas parler de Rousseau, je suis même allée chercher son nom sur internet parce que je m'en souvenais plus. C'est le personnage qui est joué par Lucy Newman-Williams et qui est apparemment à la CIA. En vrai, elle est là tellement peu de temps et a tellement peu d'utilité que j'ai pas retenu. Mais il y a juste ce moment lunaire où le personnage d'Andy Garcia, qui joue lui aussi un agent de la CIA, annonce qu'il va lui laisser la parole pour finalement la lui reprendre après qu'elle ait prononcé genre une phrase. C'est tellement symptomatique du problème. Donc au cas où on aurait pu penser naïvement que quelque chose aurait changé à ce niveau, le constat est aussi clair que triste. La franchise est juste incapable de développer ses personnages féminins, ne serait-ce qu'à un stade embryonnaire, et de les mettre sur un même pied d'égalité que les personnages masculins. C'est pas pour rien qu'un spin-off féminin est envisagé depuis des années, parce que ce serait le seul moyen d'obliger les scénaristes à s'intéresser à elles et à leur donner des trucs à faire. Bon, on arrive maintenant à la partie avec spoiler qui concerne Stallone, parce que c'est compliqué de parler du gros du problème autour de lui et de son personnage sans dévoiler la grosse surprise entre guillemets du film. On savait depuis un moment que Barney serait plus en retrait que d'habitude, que ce serait certainement sa dernière mission et que le but était donc de passer le flambeau au personnage de Jason Statham, comme on le disait au début. Et comme on l'a vu par exemple dans Le Samaritain, Stallone ne peut plus être garant de l'action, il ne peut plus assurer les scènes de bagarre sans tout refiler à ses doublures. Il paraissait donc évident que Barney allait être écarté du champ de bataille d'une façon ou d'une autre, et quelle ne fut pas la surprise de voir Barney se cracher en avion et mourir après 30 minutes de film. Entendons-nous bien, cette mort est totalement ratée en termes d'émotion ou de mise en scène, mais elle est loin d'être anodine ou juste logique. A priori, elle semblait même marquer un sacré tournant dans la carrière de Stallone qui jusqu'ici n'avait jamais voulu tuer un de ses héros. Rambo pourrait avoir ses entrailles par terre qu'il n'en mourrait pas et Rocky a carrément survécu à ses lésions au cerveau et à son cancer. Donc, voir son autre personnage iconique mourir de façon aussi peu héroïque avec la vision de son cadavre calciné, c'était vraiment inattendu sur le coup et on avait juste l'impression que cette mort dépassait de loin le simple cadre du film ou de la fiction.
On sait que la production d'Expendables 4 a été chaotique. Le développement a commencé en 2014 et les noms de Pierce Brosnan, Jack Nicholson et même Clint Eastwood ont à un moment été prononcés, avec une sortie prévue pour 2018. Et ensuite, ça a merdé. Pour résumer dans les très grandes lignes, il y a eu des divergences créatives, Stallone a quitté le projet, puis il y est revenu, puis il y a eu des réécritures, donc des retards de tournage, un changement de réalisateur, de date de sortie, et enfin le Covid et la grève des acteurs à Hollywood. En plus de ça, il a longtemps été question d'un spin-off sur Lee Christmas et d'un nouveau Expendables qui ont tout l'air en fait d'avoir fusionné pour donner ce Expendables 4. Donc, est-ce que cette mort de Stallone, c'était un choix réfléchi pour marquer la fin et en quelque sorte libérer la franchise, en plus d'être une preuve de sagesse et d'humilité de la part de l'acteur? Ou est-ce que c'était une volonté des producteurs à laquelle Stallone s'est plié? Forcément, ça interroge et ça donne presque l'illusion qu'il y aurait quelque chose de fort à retenir de ce film. Sauf que non, ne réfléchissez pas à ça pendant le film, hein, vraiment, hein, même si je sais, ça peut faire diversion dans votre tête. Parce qu'en fait, Barney n'est pas mort. Il revient à la fin du climax, assis dans son hélico numérique. En fait, il a mis en scène sa propre mort parce que c'est un petit futé qui avait tout prévu depuis le début avec un plan en béton, surtout pour rester au centre du film sans jamais avoir à faire plus qu'appuyer sur une fausse gâchette. Là encore, pourquoi ce rétro-pédalage? Est-ce que c'est l'ego de Stallone qui a parlé? Est-ce que c'est un arrangement, un entre-deux qui a été trouvé avec les producteurs? Évidemment, on n'a pas encore les réponses, mais tout ce que ça donne, en plus du sentiment très désagréable qu'on s'est bien foutu de notre gueule, c'est que l'unique mission du film, qui était donc de passer le flambeau à Statham, est complètement ratée. Stallone reste le grand mécène, donc c'est fait à moitié, à demi-mot, même si Barney Ross a prouvé encore qu'il était toujours dans la course. Je disais déjà dans une précédente vidéo que je trouvais la fin de carrière de Stallone de plus en plus ratée. Et ça, c'est vraiment le dernier clou du cercueil à mon sens. Maintenant, Barney Ross, c'est juste un vieux monsieur qui fout plus grand chose, qui laisse les autres se battre à sa place parce qu'il a mal au dos. C'est-à-dire, pas franchement l'image glorieuse qu'on aurait aimé garder du personnage, même si c'était pas son plus grand personnage. Non, à voir ce que la suite réserve, hein. Ce n'est plus la franchise de Stallone, il a d'ailleurs pas écrit le scénario d'Expendables 4, contrairement aux trois autres. C'est pas encore celle de Statham. On se retrouve un peu dans la situation de Creed qu'il a hanté pendant 2 films jusqu'à devenir le papy inutile qui était là pour faire plaisir aux fans et qui a été dégagé de sa franchise. C'est triste, vraiment, et quand je vais voir un Expendables, j'accepte d'être déçu ou même outré, mais pas de ressentir autant de pitié. D'où le fait que pour moi, c'est un de ses pires films et aveu d'échec. En plus, on atteint encore un niveau méta supérieur vu que les Expendables ont été sacrifiés par Lionsgate. Le film est sorti le 22 septembre dernier aux États-Unis et n'a rapporté que 8 millions de dollars pour son démarrage et 15 millions de dollars en tout sur son territoire national. Du coup, le studio a décidé de diffuser le film directement en streaming 3 semaines après sa sortie cinéma aux États-Unis. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce que la Warner avait fait pour essayer de rattraper le massacre de Shazam 2 au box-office. Voilà, cette vidéo est terminée, mais avant, je voulais juste vous rappeler qu'Écran Large, en plus de la chaîne YouTube et du site internet, a aussi un podcast, La Réhute d'Écran Large, dans lequel l'équipe parle de tout un tas de trucs super chouettes. Ça va de Léa Seydoux à l'univers Conjuring, en passant par le box-office de 2023 ou les films de requins. Là, dernièrement, on s'est attaqué aux films de dinosaures et la seconde partie vient juste d'être diffusée, donc foncez, Mathieu fait de très chouettes blagues. Merci et à très bientôt pour un bon film, je l'espère.